Mémé Banjo, c'est un hommage à ma grand-mère maternelle, qui était une personnage un peu haut en couleur comme ça, jouant du banjo, chantant par plaisir pour elle, pour le reste de la famille. Petit hommage pour elle quand j'ai nommé la compagnie. À 13 ans, vous entrez à l'opéra. Voilà. C'est très prestigieux d'entrer là quand on a 13 ans. Pour le moins, oui. Dur aussi. Très, très dur physiquement, très dur moralement, et pas toujours beaucoup de plaisir ou de bonheur immédiat. Les choses reviennent beaucoup plus tard, donc c'est une période aussi assez frustrante parce qu'on est constamment dans la recherche d'un accomplissement, de la performance, de faire mieux, etc., etc. Et pendant ça, il y a la jeunesse qui passe, quoi. 14 ans, 15 ans, 16 ans... On ne s'en rend pas compte à ce moment-là, on va dire. Enfin, on voit bien que les autres, enfin mon frère, je voyais bien que les gens s'amusaient quand même beaucoup plus que moi, avaient des loisirs, etc. Et je savais que ce n'était pas mon cas. En même temps, j'étais ravi quand même d'apprendre quelque chose de fort. Mais je savais bien, enfin, c'était très clair que je sacrifiais quelque chose. Là, c'était pas, enfin, ça, on s'en rend compte. Le feu follet, c'est une petite flamme extrêmement fragile, éphémère. C'est le symbole, l'image de la représentation théâtrale. C'est quelque chose dont il ne reste rien. C'est l'absurde. Alors là, je suis très étonné, c'est un épouvantail à mois d'août, c'est quoi? Ah, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? C'est un costume de théâtre. Un costume de théâtre, c'est ça, voilà, c'est au moins ça, d'accord? Alors, c'est un costume qui a appartenu à Denis Lavant. Et ce grand acteur nous en a fait cadeau pour les enfants. Et c'est un costume d'assassin, de sorcière, de tyran, que j'utilise dans chacun de mes spectacles. Il y a toujours un enfant qui porte ce costume parce qu'il nous a porté bonheur. C'est pas une croûte. Repérée par une prof de français qui voulait me faire rentrer dans une troupe. Et mes parents n'ont pas voulu parce qu'on ne fait pas du théâtre avant le bac. Et puis après le bac, ils m'ont dit non, on ne fait pas du théâtre tout court. Et du coup, on m'a opposé un non, on m'a empêché de faire quelque chose. Vos parents. Et du coup, la révolte est née. Enfin. Et donc le vrai théâtre est né, sinon ça aurait été un rêve de petite fille. Aucun intérêt. Quelque part, les gens m'imaginent comme, je sais pas, un monument ancestral, patrimonial et tout. D'ailleurs, au Japon, les gens qui ont une pratique ancestrale comme ça et tout sont nommés trésors nationaux vivants. Et à partir de quel moment et dans quelles circonstances vous devenez Riton? Ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas les heures. Et d'un seul coup, aller chanter dans la rue, ça permettait tous les jours de gagner le petit peu qui va faire que, bon, je veux dire que moi, je peux nourrir mes enfants, moi, ma famille, enfin, c'est un peu bateau, mais quand même, c'est ça. Je ne pensais pas au début, je ne pensais vraiment pas au début, quand j'ai pris l'orgue et que j'ai commencé à chanter dans la rue, qu'un jour, je serais intermittent du spectacle avec ça. Je pensais pas, je pensais que j'allais devenir mendiant. Et alors, vous créez votre compagnie, alors comment ça se passe financièrement, une compagnie comme ça? La mairie d'Antony nous a donné un local gratuit à l'année. Si on a un local, on peut déjà construire des spectacles et donc montrer le travail à des directeurs de théâtre, à des directeurs de festivals, se faire acheter. C'est très long hein, avec des enfants. Alors, coup de bol, la municipalité était bien disposée. Oui, mais enfin, on avait déjà fait des spectacles qui avaient marché aussi. Hein. Dès la première année, on a joué aux Arènes de Lutèce. J'ai dit aux enfants, on ne veut pas nous dans les théâtres. Je les ai pris par les mains, j'ai dit, on va jouer dans le plus bel endroit du monde, on va jouer aux Arènes de Lutèce. Et on est tous allés là-bas. J'ai dit, vous allez voir, il y avait des gladiateurs et tout. On est tous partis avec les enfants. On a joué là-bas, il y a RFI qui est venu, parce que c'était rigolo, cette fille qui montait du Échille avec des gosses de 9 ans dans le sable des arènes où personne ne va parce qu'il y a une acoustique épouvantable. Eh ben nous, on y a été, voilà. Avec vos gamins? Avec mes gamins. Et il y avait plein de monde et ça a démarré comme ça. Et vous aimez cet aspect-là de votre boulot? C'est-à-dire, je m'acharne, je monte, je vends, La lutte? Ah oui, j'interviens. oui, j'adore ça. J'adore le ring, j'adore ça. Faut pas que ça soit que ça. Parce que quand je ferme la porte avec les enfants, dans ma salle, là, c'est un monde de douceur. Mais dehors, pour eux, alors là, je suis une hyène.
Ouais. Comme une hyène, carrément. Ah, mais bien sûr, vous croyez... Vous savez, pour monter un spectacle de théâtre, il faut lutter pour chaque sou. La compagnie, les compagnies, mais c'est la mienne particulièrement, existent parce qu'il y a aussi seulement des gens qui sont prêts à faire le voyage dans des conditions qui sont des fois un peu rock'n'roll, mais des gens tenaces, des gens de talent qui ont envie de continuer, d'avancer et de prouver que cette existence est nécessaire, de prouver aussi que ça a un sens de faire ce métier, que ça a un sens de le partager. Il est toujours magique, notre métier. On est toujours surprise et on apprend toujours quelque chose. On ne peut pas se lasser. C'est quoi un costume réussi pour vous? C'est quand on ne le voit pas de trop. Parce que ce n'est pas un défilé de mode. Le costume, ce n'est pas du tout ça, c'est complètement l'inverse. Ce qu'on fait, c'est pour nous, mais c'est surtout pour le spectateur. C'est pour donner une impression, c'est pour donner une pulsion au spectateur. Une pulsion? Une pulsion, ou une pulsion de joie, une pulsion qui peut être de répulsion, de dégoût, de honte, pour qu'il se passe quelque chose. Si le spectateur est néant en train de regarder ça comme s'il ne le voyait pas, ça ne sert à rien, on a raté. Il n'y a pas de mystère, on a raté. Parfois aussi faire du théâtre, c'est une façon de résister à certaines choses. C'est une façon de dire que la culture c'est important, de dire qu'en faisant du théâtre aussi on peut aiguiller les gens d'une façon ou d'une autre, dans une pensée, même une pensée politique aussi, ouais. Et puis que c'est un engagement. J'ai découvert qu'on pouvait dire des choses à voix haute, au milieu des gens, et de se faire écouter. On était une génération de l'après-guerre, si vous voulez, avec tous les problèmes que ça peut signifier, les rapports de force avec les parents et tout ça. J'ai trouvé que le théâtre, c'était une très beau moyen pour dire des choses qu'on pensait importantes, pour crier notre envie de justice. Le masque enlève le trac. Ah non. Non. Ah, vous regardez, c'est que moi, souvent je mettais ça, je peux. Si je mettais le masque, déjà comme ça, j'ai les tracs. J'ai déjà les tracs, parce que je sens que vous me regardez d'une autre façon, qu'il faudra que je change la voix et la façon de m'exprimer, parce que le masque, c'est pas un visage humain. Une des 10 000 définitions du clown, c'est quelqu'un qui est heureux et idiot. Sachant que idiot, c'est pas forcément un jugement, c'est simplement une manière de voir le monde. Les médecins s'occupent de la partie malade de l'enfant et nous, on est là pour soigner la partie saine de l'enfant. C'est un public magnifique, c'est un public extrêmement exigeant, mais extrêmement exigeant. C'est-à-dire que si vous me racontez une blague à moi et elle n'est pas très drôle, ou si vous me faites quelque chose pour me faire rire, c'est pas très drôle, je peux dire « Ah, c'est un monsieur que je respecte, et je... oui, c'était super, qui te l'a raconté, nanana ». Un enfant, il se retourne, il met la couverture et il allume la télé. Et donc... Vous restez avec votre nez rouge devant lui et c'est tout. Oui, alors, bon, l'avantage du clown, bien sûr, c'est le clown, il peut toujours jouer aussi l'échec. Et ça, c'est un spectacle génial pour l'enfant, qui est dans son lit, qui ne peut pas bouger parce qu'il a une perf, parce qu'il est plus fort qu'eux, il est plus grand qu'eux. De toute façon, le spectateur est plus fort que le clown. C'est pour ça qu'on garde l'exploit du clown pour la fin. C'est génial quand quelqu'un rit, parce que je suis drôle, mais je trouve ça super quand quelqu'un me dit « t'es pas drôle ». Fais-moi autre chose, parce que là, on rigole pas, on en a marre des bulles. Fais-nous quelque chose de drôle. Ah, il est pas drôle, Balthazar, bon, sors. C'est le cadeau de la franchise. C'est beaucoup de bonheur, c'est aussi beaucoup de souffrance, parce que c'est difficile, gérer de l'humain et beaucoup d'humain au quotidien pour la réussite d'un projet qui nous dépasse un petit peu tous, c'est vraiment pas évident, mais c'est magnifique en même temps, c'est des partages
parfois très simple, parfois plus complexe. Humainement, c'est très fort. Moi, j'y tiens beaucoup. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime tant mon métier, c'est je travaille avec des êtres humains avant de travailler avec des danseurs. Et j'aime ces êtres-là. J'aime ces personnes avec qui j'entre en contact. Ça, c'est Masque d'Arlequin. Je l'ai remis l'autre jour pour faire des photos. Ouais, c'était assez étonnante car ça faisait combien, 10 ans que je ne la mettais plus. Et comme je l'ai remis, j'ai entendu une autre fois tous les applaudissements et le public, que ce soit du Mexique, ou Argentine, ou d'Allemagne, ou de Chine, qui rit, qui l'applaudit. Les bêtises qu'on peut faire, les bêtises qu'on évoque dans la société, c'était assez émouvant. Moi, je trouve que quand les gens sourient ou les gens rient à ce qu'on a fait, je trouve ça merveilleux. C'est pour des gros moments de plaisir comme ça, des gros coups de cœur. Je crois que c'est pour ça qu'on fait ça, parce que c'est des vrais moments de plaisir. Un clown, c'est intermittent. Qu'est-ce que c'est? J'en suis un? Ça se soigne? Maintenant, intermittent, c'est presque devenu un métier. Donc, intermittent, c'est pas un métier. Ça veut dire qu'on travaille par intermittence. Mais en plus, justement, la particularité d'un acteur, par exemple, c'est son intermittence. C'est impossible de demander à un acteur de travailler 365 jours sur 365 jours. C'est pas possible. Jamais trop d'angoisse. Bah si, justement, tout le temps. Enfin, tout le temps des angoisses. Moi, Je suis tout le temps en train de regarder mon planning et de regarder si je vais faire mon mois correctement, quoi. Si je ne vais pas me retrouver le bec dans l'eau, si je n'ai pas merdé une opération, si ça ne va pas avoir une incidence sur l'avenir. On se remet en question tout le temps quand même. On n'a pas le droit de foirer, quoi. Le pire, c'est quand le portable ne sonne pas. Ah oui, j'aimerais pas qu'il ne sonne pas. Moi, il m'emmerde parce qu'il sonne tout le temps, mais... Si un jour il cessait de sonner... Ah, j'aimerais pas. Bah, on attend toujours que le téléphone sonne, de toute façon. Parce qu'on est quand même nombreuses et nombreux, parce qu'il y a des garçons et des filles qui font mon métier. Donc pourquoi on choisit une personne plutôt qu'une autre je ne sais pas. On n'a pas d'assurance d'engagement à long terme. C'est vrai que j'ai plein d'amis qui sont engagés sur des contrats à durée indéterminée, qui savent très bien que si elles veulent faire un enfant, elles s'arrêtent, elles reprennent leur boulot. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. C'est vrai que nous, on se dit toujours, on ne sait jamais, on est à l'abri de rien. Il peut y avoir 1 année, 2 années sans travail. Ça, c'est vrai que c'est pas marrant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est un métier tellement extraordinaire, c'est normal que vous n'ayez pas le beurre et l'argent du beurre. On devrait souffrir pour pouvoir faire ce métier, quoi. Ce métier devrait être un métier difficile, avec des conditions de vie difficiles. Enfin, bon, je vois pas pourquoi. On fait beaucoup de choses sur lesquelles officiellement on n'est pas payé. Dans le métro, j'ai vu une bonne femme hyper drôle qui a fait quelque chose. Moi, je vais essayer de l'utiliser à l'hôpital lundi. Qu'est-ce que je vais dire à ma patronne? Qu'elle me facture 3 minutes où j'ai observé un comportement très intéressant qu'on pourra utiliser après dans le jeu clownesque à l'hôpital. C'est-à-dire, c'est ça la question. Puis on est quand même sollicité. Un technicien qui fait un cacheton, il ne travaille pas qu'une journée non plus, même s'il est déclaré qu'une. C'est-à-dire il fait de la préparation dans les boîtes de matériel, il fait ce qu'on appelle les rendus de matériel, il va nettoyer les projecteurs, les ranger dans les flycases, il va faire un peu au-delà de son travail pour pouvoir bénéficier du cachet qu'on va gentiment lui octroyer. Mais souvent, un cachet, c'est 3 jours de boulot. Et le temps de monter un spectacle, il faut 8 mois. De le montrer, de démarcher, c'est évident qu'on ne se paye pas. Donc, on travaille complètement bénévolement. Jusqu'à la subvention. Ah, mais jusqu'à la subvention, c'est pas possible de vivre sans le statut intermittent si on veut créer une compagnie. Donc vous coproduisez avec les Acédiques, en fait. Bien sûr. C'est le coproducteur du C'est une spectacle. coproduction indirecte. Ouais. Donc c'est merci Monsieur Acédique de ce côté-là. Merci Monsieur Acédique, ouais. C'est ça. Ouais. Sinon, personne ne pourrait payer le spectacle, en fait, complètement. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous disent les producteurs. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. J'ai pas de fric, je peux pas le faire. Ah bah de toute façon, oui, ils ont toujours des problèmes de fric quand même. Oui. Donc comme j'ai des problèmes de fric, écoute, viens, mais je te déclare un jour, mais c'est ça. Ah oui, ça aussi, ça arrive, bien sûr.
Ouais, ce qui est dommage, c'est que ça va être projeté dans la salle, ils y seront les producteurs là. Bah, vous vous adressez à eux, justement. Vous en parlez à un, en plus, ça tombe bien. Oui. Vous êtes d'accord sur le principe? Je suis absolument d'accord. Je ne connais pas ces pratiques dont vous parlez, mais enfin, j'en comprends je me doute. intellectuellement ce que vous dites. Oui. Ouais. On a à peu près une feuille de paye où on nous a été éclairé à la fin de la semaine qu'on a fait 35 heures. Comme on en fait au moins 70, c'est quand même une plaisanterie. Alors quand je vois, j'ai des petites assistantes qui se retrouvent ayant fait leurs 70 heures ou leurs 50 heures, qu'on leur en a compté 35 et puis qu'il leur manque 10 heures ou 20 heures et qu'on ne leur donne pas leurs acédiques, si elles sont obligées d'arrêter, elles ne retravailleront plus dans le cinéma. Donc les personnes qui sont en train d'apprendre ce métier, en fait, c'est elles qui sont touchées, ce n'est pas les grands chefs de poste, c'est elles qui sont touchées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, si on ne peut plus les former, qu'est-ce qu'il y aura après? Il y a plein de jeunes qui me donneront du boulot dans l'avenir et qui ne bossent toujours pas. Donc nous, enfin la technique, hein, on a besoin de cette nouvelle génération et il faut les aider en priorité, je pense. Les jeunes artistes? Ouais. Il faut que ça continue à protéger les petites compagnies, parce que c'est eux qui font du travail de proximité, qui sont dans les villes, qui vont chercher le public, qui vont dans les cités, qui vont travailler avec les gosses, en public ou comme moi, en acteur, mais je veux dire, qui créent des petits festivals. Alors bien sûr, c'est pas Avignon, mais il faut qu'il y ait Avignon et autre chose, parce que l'art, c'est la diversité. Hein. Donc il faut qu'on reste très divers dans ce pays, point de vue culturel, parce que c'est notre grande, grande, grande richesse. On est des serviteurs de la société à travers notre art, qu'il soit reconnu ce service que comporte la société à travers qu'est-ce que c'est un statut, la reconnaissance de l'État, c'est essentiel. C'est essentiel. Et sur ça, la France, comme la Belgique du reste, mais c'est à l'avance vis-à-vis de l'Europe, et il faut qu'il reste à l'avance. Et qu'est-ce que ça rapporte alors? La culture, le théâtre, la création, la joie, le plaisir, l'oubli, le sourire, on supporte la vie, la réflexion, le plaisir de se sentir en vie, puis le partage dans une salle, partager un moment ensemble comme ça, de joie, de pleurs, d'émotions, de violence, de révolte. On est moins seul. C'est un petit pas de gagner, la création et le théâtre, sur la mort, toujours, parce que c'est un moment de vie intense. Moi, je pense que l'exception culturelle française, que devient l'exception culturelle mondiale, car c'est la richesse de la culture française, du peuple français, c'est grâce à l'idée qu'il y a un statut et que les comédiens, les artistes, les gens de culture en général, ils sont reconnus comme utiles à la société et pas comme un luxe.